Bonjour à tous. On va laisser un peu tout le monde le temps d'arriver. Vous pouvez écrire dans le chat d'où vous venez. C'est intéressant de savoir aussi où est-ce que vous vous situez. On a du Bordeaux. Bonjour Cécile. Pas-de-Calais, Nice. Bonjour Pauline. Bonjour Léa. Bonjour Elodie. Et Lille, Grenoble. Un peu de partout. Et est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu si vous êtes plutôt là en tant que salarié intéressé par ce dispositif ou plutôt en tant qu'employeur ou partenaire? Si vous avez des attentes particulières, c'est intéressant de les avoir également. Employeur, partenaire, partenaire, RH, consultant. On a un peu de tout le profil. Ok, très bien, merci. Alors, un petit rappel sur les règles et consignes durant ce webinaire qui va durer 1 heure. Comme vous avez pu le voir, vous avez l'onglet chat pour interagir avec nous et voilà, réagir sur ce qu'on dira tout au long de cette heure. Vous avez aussi l'onglet questions. Alors, c'est vraiment là où je vous invite à poser vos questions auxquelles on essaiera de répondre au fur et à mesure du webinaire. Vous avez la possibilité de voter aussi pour la question ou les questions qui vous intéressent le plus et on essaiera justement d'y répondre en priorité. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle, ça a commencé lundi dernier, lundi 4 octobre, et ça finit demain, le 15 octobre. Donc, on arrive à la fin de ces semaines de l'évolution. C'est un événement qui a été organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse. C'est un événement qui a duré 2 semaines avec une centaine de webinaires, différentes thématiques, et vous pouvez encore vous inscrire aux autres webinaires qui auront lieu encore demain. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de l'événement des semaines de l'évolution professionnelle. Je vais laisser la parole aux intervenants qui vont vous expliquer tout au long de ce webinaire les différents, qu'est-ce que transition collective. Hmm. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuelle Soyer, je suis directrice de projet pour le déploiement du conseil en évolution professionnelle sur l'Ouest, plutôt les 3 régions de l'Ouest où Catalyse Conseil est mandataire, donc sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Et on a mis en place un groupement qui s'appelle Groupement Évolution, qui intervient sur 6 régions. En plus des nôtres, on intervient également sur l'Île-de-France, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter un peu l'articulation entre le CEP et le dispositif Transition collective avec notre partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle de Transition Pro Bretagne. Et je laisse Nathalie se présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Nathalie Saphir, donc chargée de projet transition collective pour Transition Pro Bretagne. Donc, je remercie le groupement Évolution de m'avoir invité à présenter. Donc, on est régionalisé, c'est-à-dire il y a un chargé de projet transition collective par région, voire plus, selon la taille de la région. Et donc, je vous expliquerai tout à l'heure un peu notre rôle dans le dispositif et voilà comment vous pouvez aussi nous contacter si besoin. Alors sur le contexte du dispositif, donc il est tout nouveau, il a quelques mois, il a été négocié avec les partenaires sociaux et l'État fin 2020 et il s'est mis en place au premier trimestre 2021. Donc concrètement, c'est un dispositif qui est issu du plan de relance, donc avec un financement spécifique et qui a pour but d'accompagner la reconversion professionnelle des salariés, avec la particularité que c'est un dispositif qui est initié par l'entreprise pour ses salariés, pour ceux occupant des emplois fragilisés. Donc, on reviendra sur cette notion d'emploi fragilisé par la suite. Et donc, au niveau national, c'est une enveloppe de 500 millions qui est allouée à Transco, donc transition collective. Alors, on peut passer à la slide suivante.
Donc, l'objectif principal, c'est vraiment d'anticiper les mutations économiques dans l'entreprise, c'est-à-dire éviter des ruptures brusques de parcours. Donc, on peut avoir différentes configurations, hein, des entreprises qui ont subi la crise sanitaire. Alors, encore aujourd'hui, on a certains secteurs d'activité qui ont encore des difficultés. Et puis, on peut aussi avoir des entreprises qui, elles, sont en bonne santé, mais qui ont des métiers en mutation et donc qui pourraient avoir des emplois fragilisés dans ce cadre. Et donc, avec peut-être des salariés qui seraient volontaires pour faire une reconversion externe pour quitter l'entreprise, mais de manière vraiment sécurisée. Comme vous allez le voir dans le dispositif, pour le salarié, c'est vraiment très sécurisé tout au long du parcours. Et donc, in fine, c'est un bon outil de dialogue social, puisque chaque partie y trouve son compte. Donc, le but, c'est que ces salariés qui partent de métiers dits fragilisés puissent aller sur des métiers dits porteurs. Donc, les métiers porteurs, on va y revenir aussi. C'est des métiers qui sont porteurs localement, c'est-à-dire qui ont été identifiés par les partenaires du CREFOP localement comme étant des métiers soit en tension, donc sur lesquels on a des difficultés de recrutement, soit des métiers émergents issus de la transition énergétique, par exemple, ou tout ce qui est informatique numérique. Voilà, donc c'est tout cet ensemble de métiers qui va être examiné localement, défini avec cette fameuse liste. Et donc, le but sera vraiment que les salariés puissent quitter des entreprises où leur emploi est fragilisé pour aller dans des entreprises qui, elles, ont des forts besoins de recrutement. Et tout ça au sein d'un même bassin d'emploi. Donc voilà, que le territoire s'y retrouve, on n'aura pas de perte de compétences, bien au contraire. Et puis la case formation, évidemment, qui est centrale dans le dispositif pour permettre cette reconversion dans les meilleures conditions possibles. Pour nous aider là-dessus, donc vous allez voir qu'on est plusieurs partenaires autour de la table. On a également des plateformes territoriales qui permettent d'échanger sur ces problématiques entre entreprises, entre celles à fort besoin de recrutement et celles qui ont des emplois fragilisés, pour essayer, si possible, de faire matcher les deux. Bon, ce qui n'est pas forcément automatique, hein, mais voilà, essayer en tout cas que ça puisse dialoguer à ce niveau-là. Et en tout cas, que les salariés qui vont quitter leur entreprise puissent retrouver un métier à l'issue de la formation. Donc, ces plateformes vont pouvoir accompagner tout ce process. On peut passer. Je vais juste prendre le temps. Oui. Je vais juste prendre le temps de répondre à Angéline qui nous demande si vous aurez accès au diaporama. Alors non, vous n'aurez pas accès au diaporama. Par contre, vous aurez accès au replay qui sera disponible sur le site internet et sur la page YouTube de l'événement. Par contre, vous trouverez des articles sur transition collective sur les sites des opérateurs CEP, sur le site de Transition Pro de votre région. Vous pourrez vraiment avoir de l'information au moins sur ces deux sites et puis sur le site du ministère également. Il y a une présentation du dispositif de transition collective. Alors, sur le process transition collective, dont tout à l'heure, je disais qu'on était pas mal de partenaires autour de la table, dont le groupement Évolution en tant qu'opérateur CEP. On a aussi un opérateur qui est très important dans le dispositif, c'est l'opérateur de compétences, l'OPCO, les différents OPCO selon les branches. C'est eux qui vont être vraiment le point d'entrée pour les entreprises dans le dispositif, en lien avec les plateformes territoriales quand elles existent. Il n'y en a pas forcément sur tous les territoires. Donc, les OPCO, c'est vraiment ceux qui vont pouvoir identifier les solutions RH pour identifier avec l'entreprise quels sont les secteurs menacés, quels sont les secteurs porteurs aussi, s'il y a des entreprises qui ont des forts besoins de recrutement. Et c'est eux également qui vont pouvoir appuyer l'entreprise dans toute la démarche, puisqu'il y a un accord d'entreprise à faire pour rentrer dans la transition collective. Un accord GEPP, ça je ne le détaille pas maintenant, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, l'OPCO est vraiment le point d'entrée pour l'entreprise, puisque contrairement à d'autres dispositifs qui existent de reconversion, comme le projet de transition professionnelle, par exemple, qui est l'ancien congé individuel de formation, pour résumer, et qui est sur une démarche du salarié, ici, sur transition collective, on est sur une démarche de l'employeur. D'où l'importance de l'OPCO dans l'accompagnement de l'entreprise et aussi pour identifier donc, du coup, les entreprises qui auraient des emplois menacés. Donc, voilà un peu pour cette première étape. Ensuite, donc, une fois que les métiers menacés ou fragilisés ont été identifiés, on viendra un peu sur la notion dans la slide juste après. Une fois que cela a été fait, le salarié va être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour élaborer son projet de reconversion. Donc, il est vraiment accompagné de A à Z. Alors, il y a une petite session aussi d'information collective en amont pour expliquer aux salariés en quoi consiste ce dispositif et pour qu'ils puissent venir dans le dispositif de manière volontaire, puisque même si leur métier peut être inscrit dans le fameux accord,
Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés d'aller dans le dispositif. Donc, c'est vraiment sur la base du volontariat. Et ça, c'est vraiment important aussi pour que la personne s'implique sur son parcours. Et donc, le CEP, je ne vais pas en parler en détail, hein, Emmanuel en parlera mieux que moi tout à l'heure, va vraiment accompagner de A à Z ce projet de reconversion avec tous les outils, enquête métier, etc., dont il dispose. Donc, une fois que le projet a été identifié, nous, Transition Pro, c'est là où on va intervenir. Donc, on est l'ancien fonds GESIF, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on a un rôle de financer en fait tout ce qui est reconversion professionnelle et salariés. Donc, nous, on va financer la formation du salarié. Donc, il doit être une formation certifiante et qui doit permettre une réelle reconversion. On n'est pas juste sur une évolution d'un métier, on doit être vraiment concrètement changer de métier. Donc, changer de code ROM, ces fameux codes métiers, pour qu'on puisse considérer que c'est vraiment une reconversion. Et cette reconversion, donc, on va regarder aussi avec notre commission, est-ce qu'elle va bien sur un métier porteur, donc avec la liste établie par région, puisque cette liste est établie en lien avec la DRETS et le CREFOP, et c'est disponible sur le site des DRETS. Alors ça, on pourra vous donner les liens si vous souhaitez aller voir ces listes de métiers porteurs qui diffèrent du coup d'une région à une autre. Il peut y avoir quelques métiers évidemment qui se retrouvent d'une région à une autre, mais on a parfois des spécificités, comme nous en Bretagne par exemple, sur la marine, la pêche. Voilà. Donc, nous, on va prendre en charge ce financement et puis accompagner évidemment l'entreprise et le salarié dans leur dépôt de leur dossier. Et pour l'employeur, on remboursera le salaire tous les mois. Donc, selon dispositions applicables, c'est-à-dire, on vous donnera un peu les éléments tout à l'heure concrets, mais voilà, normalement, le salaire est pris en charge ainsi que le coût de la formation selon la taille de l'entreprise. Donc, ça, je vous donnerai le détail tout à l'heure. Et du coup, on peut passer à la slide suivante. Ah, il y a un petit temps à la slide suivante. Je ne sais pas si elle m'entend, oui. Si, il y a toujours un petit... Il y a un petit temps sur Livestorm. Ah oui. Donc là, tout à l'heure, on parlait justement de la notion d'emploi fragilisé, qui est un peu la notion centrale du dispositif. Donc, on considère un emploi fragilisé au sens de Transco quand on est sur un emploi qui est menacé par la crise sanitaire et économique actuelle. Donc, certaines entreprises en sont sorties, d'autres non. Donc, il y a encore des emplois menacés par la crise, ou bien, comme je disais tout à l'heure, ça peut être par la mutation du marché du travail. Il y a des mutations technologiques, des évolutions qui font qu'un emploi peut se retrouver fragilisé, même dans une entreprise qui est en bonne santé. Et cette notion d'emploi fragilisé, on la met un peu en opposition à celle de métiers porteurs dont on a parlé, donc les métiers émergents, donc de nouveaux domaines d'activité, ou alors des métiers en tension, donc sur lesquels on a des difficultés de recrutement. Et ça, moi je suis sur la Bretagne, mais les collègues des autres régions vont me dire la même chose. Il y a toujours beaucoup d'emplois qui sont non pourvus aujourd'hui, où les recruteurs ont beaucoup de difficultés à trouver des candidats, et notamment des candidats formés. D'où l'intérêt du dispositif qui passe par la formation. Sur la notion de GEPP, donc le fameux accord dont je parlais tout à l'heure, l'accord d'entreprise, donc c'est un accord gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc en fait, c'est un accord qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Alors au sens de transition collective, il faudra que dans cet accord figure une liste des emplois fragilisés. C'est vraiment important qu'il y ait cette liste. C'est celle qui va nous permettre de faire rentrer l'entreprise dans Transco. Donc si l'entreprise a déjà un accord mais qu'il n'y a pas cette liste, il faudra qu'elle fasse un avenant. Et pour les entreprises de moins de 300 salariés, alors l'accord, de manière générale, n'est pas obligatoire, mais pour Transco, il l'est par contre. Donc là, il faut une liste des emplois menacés. Et donc là, c'est un accord, mais qui va être très simplifié par rapport à celle de plus de 300 salariés. Il est même peut-être prévu que cet accord saute pour les moins de 300 salariés. Là, c'est en cours, donc on ne peut pas encore confirmer ça officiellement. Mais voilà, peut-être qu'il y aura une simplification et qu'il faudra simplement l'avis du CSE, des partenaires sociaux, puisque cet accord doit évidemment être entériné par les partenaires, l'ensemble des parties prenantes. Et donc transition collective, in fine, c'est vraiment une opportunité pour le salarié de se former et d'évoluer, puisqu'actuellement on a beaucoup de demandes, nous en tout cas Transition Pro, de demandes de reconversion. On ne peut pas répondre à tout le monde parce qu'on a des enveloppes qui sont restreintes, mais sur transition collective, on a une enveloppe à part qui est quand même assez conséquente. Et donc là, c'est vraiment une vraie opportunité pour le salarié de pouvoir accéder à une formation qualifiante et vraiment pouvoir choisir aussi sa formation, puisque cette liste de métiers porteurs est quand même assez vaste, donc il y a vraiment de quoi trouver du choix. Si jamais le salarié souhaite faire une formation qui ne serait pas dans cette liste, il peut aussi le justifier
avec son CEP, travailler vraiment sur les perspectives d'emploi, faire des immersions, vraiment démontrer voilà, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un marché de l'emploi sur son bassin de vie en tout cas. Donc ça, c'est aussi possible, voilà, c'est pas forcément restrictif, mais il faudra quand même effectivement qu'on s'assure qu'il y a une perspective d'emploi, puisque le but est que la personne ne se retrouve pas au chômage en fin de formation. Donc se reconvertir, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment changer de métier. Donc on est vraiment sur un changement total de métier. Et du coup, la formation va permettre d'y accéder. Donc là, vous avez 2 exemples. Il y en a d'autres, évidemment, mais là, c'est parmi les premiers exemples qu'il y a pu avoir dans le dispositif au niveau national. On a eu, par exemple, des hôtesses de caisse de Monoprix, dont certaines, comme celle qui est citée, Nadia, depuis 15 ans dans la grande distribution, et puis 1 an de formation pour obtenir un diplôme d'État et ensuite devenir aide-soignante, avec une promesse d'embauche à la clé pour le coup, donc vraiment très intéressant pour la salariée. Pour une autre personne, donc Patrick est agent de propreté depuis 8 ans. Après sa formation, il est devenu conducteur routier. Donc conducteur routier et aide-soignant, c'est vraiment des métiers porteurs. Alors en Bretagne, je pense sur les autres territoires aussi. Mais voilà, on peut avoir plein de métiers. Moi, j'ai une personne en train de se former sur chargée de mission rénovation énergétique, une autre pour être couturière retoucheuse. Enfin, vraiment, on a des parcours un peu de tout type. Donc pour dire que c'est vraiment très très ouvert. Voilà. Après, je laisse la parole à Emmanuel, du coup, pour la suite. Voilà, pour qui, pourquoi, donc pour quel type de public et sur quel type de formation. Donc pour le dispositif, donc il est à destination des salariés, je dirais, quel que soit leur statut. Ils peuvent être en CDI, en CDD, des intérimaires également. On va préciser un peu les conditions d'éligibilité, mais ils peuvent prétendre, je dirais, à ce dispositif. Donc sur un métier priorisé et ciblé dans un accord d'entreprise, c'est-à-dire qu'actuellement ils occupent un poste, comme le disait Nathalie tout à l'heure, qui est fragilisé dans l'entreprise et qui est identifié dans l'accord GEPP. Alors, qui ne font pas l'objet d'une rupture de contrat de travail pour l'instant, tel que le texte de loi est défini. Il ne faut pas qu'il y ait une démarche de rupture conventionnelle en cours, individuelle ou collective, de licenciement ou de démission, mais ça va peut-être évoluer, comme le disait Nathalie tout à l'heure, notamment sur les ruptures conventionnelles collectives. De plus, le dispositif ne peut pas donc du coup remplacer un PSE. Si un PSE est mis en place ou en cours, l'outil pourra être accessible uniquement pour les salariés qui ne sont pas dans le cadre du PSE. Donc pour d'autres emplois qui n'auraient pas été identifiés dans le cadre du PSE et qui deviendraient menacés un peu plus tard, par exemple, effectivement, transition collective pourrait tout à fait répondre à ce type de profil. La spécificité et la différence par rapport à un PSE, c'est que bien sûr, transition collective, le salarié doit être volontaire. Son emploi peut être figuré dans l'accord GEPP, mais la personne n'est pas obligée de rentrer dans le dispositif. La deuxième condition, c'est d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour sécuriser le projet. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante, Morgane. On va pouvoir zoomer sur les conditions d'éligibilité. Alors, c'est un peu long, toujours le passage. Je pense que ça vient de la connexion à Internet, surtout aujourd'hui. Ah, ok. Désolée pour le petit laps de temps, puis je n'ai pas le support. Ça fonctionne? Ah oui, oui. Là, j'ai pas la slide. Ah voilà, merci. Donc pour bénéficier de Transco, effectivement, les salariés en CDI, il faut pouvoir justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise. Et l'ancienneté s'apprécie à la date de départ en formation. Donc tout ce qui concerne l'élaboration du projet en amont sera comptabilisé dans l'ancienneté. Et puis pour les CDD, on a les mêmes critères dans le sens où l'ancienneté d'au moins 24 mois consécutifs ou non au cours des 5 dernières années, par contre, dont 4 mois en CDD au cours de la dernière année. Et la condition, c'est d'être encore sous contrat au moment du dépôt du dossier et de débuter sa formation au plus tard 6 mois après la fin du contrat.
Donc pour les intérimaires, donc là les critères de mémoire sont les mêmes que sur le PTP, avec le besoin d'avoir travaillé au moins 1600 heures, dont 600 heures dans la même agence ou dans le même groupe de travail temporaire. Et l'ancienneté s'apprécie sur une période de 18 mois, la période donc 1600 heures sur 18 mois. Si tu veux passer au slide suivant. Ouais, je suis désolée Voilà. Pour quel type de formation? Donc, Nathalie l'a dit rapidement tout à l'heure. Effectivement, l'exigence, c'est que ce soit des formations certifiantes. Donc, qui sont sur le RNCP, qui répertorie toutes les certifications et où le répertoire spécifique ou des blocs de compétences dans ces certifications ou de la VAE, mais rattachés à des certifications. Hein, et donc, la formation doit avoir une durée minimum de 24 mois ou de 2400 heures. Donc, réalisée et mise en œuvre par un organisme qui est certifié pour sa qualité, donc il y a une certification ad hoc, je dirais, et qui va donc vers pour évoluer professionnellement ou se reconvertir avec un changement de code ROM, donc de métier, en direction d'un métier porteur dans la région, comme on l'a déjà précisé. Après, effectivement, la personne peut cibler un projet qui n'est pas forcément dans la liste des métiers porteurs, mais au regard de toute l'enquête qui va être réalisée avec son conseiller en évolution professionnelle, on a identifié qu'il y a de réelles offres d'emploi à la clé sur ce bassin d'emploi. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir argumenter et de montrer qu'il y a des perspectives réelles d'embauche à l'issue de la formation. Ce qui est important, c'est que le financement est en dehors du compte CPF de la personne. Elle n'a pas besoin de mobiliser son compte CPF. Donc, concrètement, le déroulement, je vais passer la main à Nathalie. Oui, donc sur le déroulement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape, c'est vraiment donc, que l'entreprise se saisisse du dispositif et pour ça fasse un accord d'entreprise. Ensuite, on a une réunion d'information avec les salariés, hein, une fois que l'accord est validé ou en tout cas en cours de validation. Donc là, sur cette réunion d'information, c'est Transition Pro en lien avec un opérateur CEP. Hein, donc, je laisserai Emmanuel vous en parler tout à l'heure pour vous dire un peu comment ça se déroule. Ensuite, il y a une formalisation de l'accord du salarié, hein, c'est-à-dire que le salarié va nous dire, suite à l'infocall ou un petit peu après, s'il est volontaire pour s'engager dans la démarche, en tout cas pour commencer à être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, il peut commencer à être accompagné sans toutefois s'engager encore dans Transco. Hein, il s'engage véritablement finalement quand il rentre en formation. Donc, l'accompagnement, ça lui permet d'y voir plus clair souvent sur son projet, hein, parce qu'on est parfois face à des personnes qui viennent d'apprendre que leur emploi est fragilisé, qui sont un peu sous le choc, entre guillemets, et qui ont besoin vraiment d'avoir cet accompagnement pour voir quelles sont leurs compétences, vers quel emploi ils pourraient se diriger, et aussi pour pouvoir identifier une formation. Donc, l'accompagnement CEP est obligatoire et de toute manière indispensable pour vraiment avoir un projet bien construit pour ses salariés. Après, on peut en avoir certains qui ont déjà un projet en tête et qui peuvent déjà être très, très avancés. Dans ce cas-là, l'accompagnement peut être plus léger, mais voilà, en tout cas, il va intervenir tout au long de la formation. Donc, c'est intéressant dans tous les cas pour tous les salariés. Ensuite, une fois que la formation est identifiée, donc le salarié va pouvoir déposer son dossier donc, sur notre site Transition Pro. Donc, on a un onglet spécifique sur transition collective et là-dessus, on peut les accompagner. Ensuite, donc, on passe le dossier en commission. Donc, on a une commission paritaire qui va examiner les dossiers. Donc, en regardant effectivement, est-ce que le dossier est bien sur un métier porteur? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi? Est-ce que le projet est cohérent, pertinent? Est-ce que la formation choisie correspond bien au métier souhaité? Enfin, voilà, on va regarder un peu avec tous ces critères-là. Et si le dossier est validé, eh bien, le parcours de formation pourra démarrer. Et c'est là où la prise en charge financière va réellement se mettre en place pendant tout le parcours. Et donc, l'opérateur CEP aussi qui va continuer à suivre la personne pendant son parcours. À l'issue de la formation, donc, les salariés
seront face à plusieurs choix. Soit retourner dans leur entreprise d'origine, hein, c'est une possibilité puisqu'ils restent salariés pendant tout le parcours. Leur contrat est suspendu, mais voilà, ils restent salariés, donc ils peuvent retourner dans l'entreprise après le parcours. Ou bien, suite à leur formation, on va dire plus naturellement, ils vont se diriger vers le nouveau secteur d'activité qu'ils ont choisi et pour lequel ils ont été accompagnés par l'opérateur CEP hein, pour essayer de trouver des offres d'emploi, etc. Sur le financement de transition collective, donc, on intervient donc pour prendre en charge la formation et les coûts pédagogiques et le salaire du salarié. Donc, c'est des coûts qui sont financés grâce à des fonds de l'État, hein, des fonds du plan de relance, que Transition Pro va rembourser à l'employeur pour ce qui concerne le salaire, donc tous les mois, sur la base de justificatif, hein, fiche de paye, et aussi les frais de formation qu'on va rembourser directement à l'organisme. Donc, il y a une limite de 18 000 euros, mais qui peut aller au-delà si la formation dure 2 ans, par exemple. On peut aller sur des formations un peu plus longues avec d'autres dispositifs. Donc, c'est quand même assez intéressant pour le salarié. Et puis, pour le salarié, il n'y a rien à débourser pour sa formation et perçoit donc son salaire chaque mois. Donc, c'est un peu plus confortable que s'il avait fait l'objet d'un licenciement économique, par exemple. Et voilà, là, il conserve tous ses droits à chômage, mais aussi, comme disait Emmanuel, hein, ses droits à CPF. On ne touche pas au CPF pour transition collective. Alors après, il peut y avoir une étude, enfin, on va faire des études au cas par cas, hein, puisque parfois, on peut avoir des salariés qui sont à temps plein, par exemple, et qui vont choisir une formation à temps partiel. Dans ce cas-là, ils n'auront qu'un salaire au prorata du temps partiel. Donc, le reste du temps, soit ils choisiront de continuer une partie de l'activité en entreprise, soit ils auront un reste à charge qui leur incombera. À l'inverse, si un salarié est à temps partiel et choisit une formation à temps complet, nous, on prend en charge en fait le temps partiel, on prend en charge le salaire versé habituellement par l'employeur. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on leur explique lors des informations collectives hein, pour qu'ils aient bien toutes les informations et qu'ils puissent choisir au mieux leur formation avec leur conseiller en évolution professionnelle hein, pour voilà, peut-être reprendre des formations du coup plutôt à temps plein si possible pour conserver leur salaire pendant la durée du dispositif. Il y a aussi des plafonds. Le plafond salarial, c'est de 2 fois le SMIC coût chargé. Au-delà, on prend en charge 90%. Donc voilà, bon, la plupart des salariés qu'on a eu jusqu'à présent ne dépassaient pas le plafond, mais voilà, ça peut arriver. Donc il faut bien qu'ils soient prévenus, évidemment, qu'on sera dans ces règles-là, qui sont des règles assez classiques, hein, puisque c'est les mêmes que pour le projet de transition professionnelle. Sur l'accompagnement CEP, du coup, je laisse la main à Emmanuel. Alors, concrètement, comment le CEP accompagne les personnes dans la démarche? Donc, comme on l'a déjà dit, il y a une première réunion d'information collective qui est organisée dans l'entreprise avec le service RH. Et ce qu'on essaye souvent de faire, c'est des co-animations Transition Pro, opérateur CEP, pour présenter le dispositif aux salariés qui sont, je dirais, dont l'emploi est indiqué dans l'accord GEPP, où on va pouvoir leur présenter l'ensemble des modalités d'accompagnement du dispositif, comme on vient de le faire en fait. Et ensuite, les personnes intéressées, on leur propose de rencontrer un conseiller, un conseiller en évolution professionnelle lors d'un premier entretien qui a pour objectif de faire un peu l'état des lieux de la situation, le diagnostic des besoins de la personne avec elle, identifier où est-ce qu'elle en est dans sa réflexion, le degré déjà de maturité, si c'est, je dirais, si elle en est au tout début de sa réflexion ou si elle a déjà réfléchi à des projets de reconversion, et puis d'identifier ensemble la manière dont on peut l'accompagner en fonction de là où elle en est. Elle peut rentrer tout à fait dans le conseil en évolution professionnelle sans aboutir à un dispositif financé dans le cadre de Transco. Donc voilà, elle a le temps de réfléchir. Et ensuite, si elle souhaite approfondir et puis être accompagnée dans le cadre de ce dispositif-là, on lui propose un accompagnement, un parcours d'accompagnement avec des entretiens individuels. Elle pourra avoir aussi accès à un certain nombre de ressources sur une plateforme digitale. Elle pourra aussi participer à des ateliers thématiques pour travailler sur ses compétences, par exemple, ou pour explorer les métiers,
comment réaliser des enquêtes métiers auprès de professionnels pour valider un projet, par exemple. Et donc, on a 2 temps d'accompagnement. Le premier, c'est de travailler sur le projet d'évolution et de reconversion. Quel est le projet ciblé et je dirais, sécuriser les choix, de permettre à la personne de faire des choix éclairés au regard de sa situation personnelle également, professionnelle en matière de compétences, en termes de centre d'intérêt, et puis de l'accompagner dans toutes les démarches qu'elle doit faire aussi à l'extérieur pour valider ce projet, rencontrer des professionnels. Elle peut mettre en place une PMSMP, par exemple, une immersion sur un poste de travail pour avoir une meilleure vision de la réalité des conditions de travail, des compétences demandées. Est-ce que c'est vraiment en adéquation aussi avec ce qu'elle souhaite et son profil. Et puis, dans un second temps, ce sera d'identifier avec la personne quel est le plan d'action à mettre en place pour mettre en place ce projet. Donc, on parlait de soignants, par exemple. C'est concrètement essayer accompagner la personne pour identifier quelle est la formation la plus adaptée au regard des compétences qu'elle a à développer, identifier les différents organismes de formation qui peuvent être intéressants au regard de la certification qu'elle vise. De pouvoir l'accompagner aussi dans le choix en termes de méthode pédagogique, l'ensemble des questions qu'on peut se poser lorsqu'on va voir un organisme de formation. Pour pouvoir atteindre ses objectifs en termes de certification. Et puis, dans un second temps, on va pouvoir l'accompagner aussi dans la préparation de l'argumentation auprès de la commission pour montrer et vérifier que tous les points nécessaires pour valider le projet ont bien été étudiés. Est-ce qu'il y a des perspectives d'embauche? Est-ce que la personne a bien une bonne représentation de la réalité de l'emploi? Et quelles sont les compétences que j'ai à acquérir? Parce que souvent, les personnes ont acquis un certain nombre de compétences, donc elles ne sont pas obligées de faire un parcours complet dans une formation, une certification, mais un bloc de compétences peut-être. Donc, ça nécessite de bien avoir une vision précise de ces compétences pour identifier de quel type de bloc de compétences elle a besoin de travailler pour mettre en place ce projet. Et puis, je dirais, à l'issue de tout ce travail, il y a une attestation de remise par le conseiller, comme quoi il a bien été accompagné par un conseiller en évolution professionnelle et qui est ensuite déposé avec le dossier auprès de Transition Pro. Alors, on a une question d'Élodie, je crois que Nathalie est en train d'y répondre, mais ce serait intéressant qu'on la partage. L'information collective est obligatoirement faite par un conseiller en évolution pro ou cela peut être seulement par l'entreprise? Ah oui. Non, donc en fait, vas-y Emmanuel. Si vas-y. Effectivement, c'est une obligation en fait réglementaire. L'information collective doit être faite par un conseiller en évolution professionnelle, donc celui qui correspond le mieux au statut des salariés. C'est-à-dire, si on a plutôt des cadres, ça sera plutôt l'APEC. Si c'est des non-cadres, plutôt le groupement évolution ou autre groupement selon la région. Et en lien avec Transition Pro. Donc, on intervient vraiment en binôme à chaque fois pour expliquer le dispositif. Alors, moi, sur la partie plutôt administrative financement, le CEP plutôt sur la partie accompagnement, pour vraiment expliquer aux salariés dans quel cadre ça va se dérouler. En général, on intervient directement auprès des salariés et du CSE, parfois sans l'employeur, ça à voir, mais voilà, c'est vraiment pour que tous les salariés puissent poser toutes leurs questions, vraiment sans filtre, on va dire, et toute l'information sur le dispositif avant de s'engager dedans et de commencer à être suivi. Donc ça, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on procède. Après, ça peut être des informations, parfois ça peut être en visio, si les salariés sont un peu éclatés sur différents territoires, s'il y en a qui sont en arrêt maladie aussi, j'ai déjà eu le cas. On peut venir en présentiel, c'est préférable quand c'est possible. Ça peut durer de 1 à 3 heures selon les cas, si on a beaucoup de questions individuelles. On essaie vraiment de s'adapter au mieux à la configuration. Et on a une question de Brigitte. Que se passe-t-il si la personne revient en entreprise après sa formation? Est-elle accompagnée pour la fin de son contrat?
Car je suppose que si son poste est ciblé en difficulté, l'entreprise est censée mettre fin à son contrat. Si le poste est ciblé. Oui. Oui, bah, ça dépend en fait de l'évolution de je dirais, de la difficulté économique de l'entreprise. Mais effectivement, le CEP a un rôle à jouer post-formation pour accompagner la personne dans sa recherche d'emploi si elle souhaite mettre en œuvre sa recherche d'emploi à l'issue de la formation. C'est-à-dire que légalement, elle peut revenir sur son poste de travail et en parallèle mettre en œuvre son projet en recherchant un emploi et être accompagnée par son conseiller en évolution professionnelle pour le faire. Ça répond à la question. C'est vrai qu'il y a vraiment ce filet de sécurité pour les salariés. Voilà, même si effectivement Emmanuel dit tout est fait pour les accompagner justement pour sortir de l'entreprise dès que possible, mais voilà, il y a quand même ce filet de sécurité. Et je crois qu'il y avait une autre question tout à l'heure, c'était pour revenir sur la diapo sur le financement, parce que c'est vrai qu'on a passé un peu vite du coup voilà, sur les seuils. Voilà, ce que je disais effectivement tout à l'heure, qu'il y a des seuils de financement, et là vous les avez, c'est-à-dire pour les entreprises qui ont moins de 300 salariés, il y a 100% de prise en charge sur les coûts salariaux et les coûts de formation, donc pas de reste à charge pour l'entreprise. Au-delà, ça va être dégressif selon la taille, donc de 300 à 1000 salariés. Il y a 75% de prise en charge, donc 25% du coût salarial et de formation qui reste à charge de l'entreprise. Et au-delà de 1000, on a 60% de reste à charge pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des seuils sur lesquels on ne peut pas déroger. C'est seuil de prise en charge. Il y a une question, Nathalie, sur qui signe l'accord GEPP. Est-ce que c'est le CSE? Est-ce que c'est… Oui, alors ça va dépendre de la taille de l'entreprise, donc des modalités de dialogue social. Donc parfois on a un CSE, parfois on n'en a pas. Dans des très petites. Alors moi j'ai eu le cas d'une entreprise, un commerce où il y avait une seule salariée et c'était la salariée qui était concernée. Donc c'est la salariée qui a signé directement l'accord. Voilà. Maintenant, quand il y a plus de salariés, il peut y avoir une sorte de vote à bulletin secret. Quand c'est le CSE, c'est le CSE qui signe, et après, selon la taille, les syndicats de salariés. Voilà, donc c'est pas c'est les représentants des salariés de manière générale, c'est pas les salariés concernés en direct, sauf le cas que j'ai cité, s'il n'y a qu'une seule salariée concernée. Et je crois qu'il y avait une autre question, c'est savoir si l'entreprise a passé un accord, comment on peut savoir. En fait, c'est l'entreprise qui va se rapprocher de nous via son OPCO. Et donc, on va vérifier avec l'OPCO si l'entreprise a bien un accord, puisque nous, cet accord, il est obligatoire pour qu'on puisse ouvrir un dossier sur notre site pour l'entreprise. Donc, un salarié ne pourra pas déposer de dossier Transco sur notre site si l'entreprise n'a pas déposé au préalable son accord sur notre site. Et c'est un accord, donc une fois qu'il a été signé, il doit être envoyé à la DRETS, donc pour avoir une validation de l'État. Donc, il y a une sorte de récépissé qu'on demande aussi comme preuve de dépôt. Et qui doit être téléchargé sur notre site, chargé sur notre site pour qu'on puisse avoir cette preuve justement qui nous est demandée en plus de l'accord signé. Alors, est-ce qu'un accord de GEPC fonctionne aussi ? Oui, c'est la même chose en fait. GEPP, c'est vrai que c'est le nouveau nom finalement de la GPEC. Donc parfois, il y a des accords qui sont en cours qui s'appellent encore accord GPEC. Mais je crois que de mémoire, ils doivent être renouvelés tous les 4 ans pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc, c'est possible qu'on ait encore qui s'appelle accord GEPC, mais c'est la même chose, c'est vraiment similaire. Et même s'il n'y a pas de mention à transition collective, du moment que les emplois menacés, qu'il y a une liste actualisée qui est indiquée dans cet accord, il n'y a pas besoin de refaire un accord. Voilà. Et le cas échéant, il faudra faire un avenant. Et puis pour les toutes petites, comme je disais, c'est un accord très simplifié. C'est vraiment concrètement un document Word avec quelques articles à remplir. Là-dessus, on peut les accompagner en lien avec l'OPCO. Ça peut vraiment se faire assez rapidement. Après, il ne faut pas passer outre. Il y a quand même une phase de dialogue social qu'il faut quand même que ce soit validé par les représentants du personnel. Donc, nous, on les invite à venir sur les informations collectives pour pouvoir justement poser toutes les questions, qu'ils puissent vraiment vérifier est-ce que c'est bien dans l'intérêt du salarié, parce qu'il peut y avoir d'autres dispositifs en parallèle. Et puis, que c'est un dispositif qui est encore nouveau, donc pas très connu. Donc, on les invite vraiment à venir sur ces réunions. Et puis, par rapport à la question tout à l'heure de l'information directement par la RH ou l'employeur, il arrive aussi qu'il y ait déjà de l'information qui a été transmise aux salariés en amont de la formation collective qu'on anime. Ça dépend de la taille des entreprises, etc.
Oui, tout à Je fait, oui. Alors, je poursuis effectivement sur l'accompagnement par le CEP, hein, qui se poursuit, je dirais, tout au long de la mise en œuvre du projet. Donc, en cas alors là, il y a une petite coquille, hein, en cas de refus de financement, c'est pas du PTP Transco, Ah mais oui. normalement, il n'y a pas de refus de financement. Enfin, on peut clairement sur Transco, on travaille vraiment en étroite collaboration entre les opérateurs CEP et Transition Pro pour que les dossiers déposés soient validés par la commission. Donc, quitte à ce qu'il y ait des échanges en amont, etc. Donc, normalement, voilà, c'est très rare. Et par contre, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le CEP poursuit et aussi, je dirais, à l'écoute de la personne tout au long de sa formation. Si elle a des questionnements, si elle se pose des questions sur les modalités pédagogiques, si elle rencontre des difficultés, etc., elle peut aussi contacter son CEP. C'est vraiment l'objectif de sécuriser le parcours et qu'il y ait le moins je dirais, d'abandon, de formation, etc. Et puis post-formation, et puis même au cours de la formation, pouvoir préparer la mise en œuvre du projet post-formation en identifiant des offres d'emploi sur le bassin d'emploi. Et on n'a pas fait beaucoup de focus sur les plateformes territoriales, mais sur certains bassins d'emploi, il y a des plateformes territoriales qui sont mises en place et qui permettent de capitaliser aussi les offres d'emploi sur les bassins d'emploi avec les partenaires locaux. Donc, on peut aussi s'appuyer sur ces plateformes pour pouvoir trouver je dirais, des opportunités d'emploi post-formation. Si tu veux passer. Alors, on l'avait mis à 2 voix, je crois, hein, ce support. Donc, Transition collective, c'est un dispositif vraiment gagnant-gagnant qui est effectivement enclenché par l'entreprise et dont l'objectif, c'est de pouvoir anticiper l'avenir par rapport aux mutations des métiers, aux baisses d'activité sur certains métiers dues à la transformation des demandes et puis les nouvelles technologies, enfin, toutes les mutations qui sont à l'œuvre dans les entreprises, et en même temps de pouvoir accompagner les salariés volontaires dans leur reconversion et puis de permettre aux autres entreprises qui sont sur des métiers porteurs de pouvoir recruter des salariés qui viendraient de secteurs peut-être plus en difficulté. Donc, c'est vraiment dans un objectif de sécurisation. Et puis, pour le salarié, c'est aussi lui permettre d'avoir un dispositif, notamment le CEP, où il est complètement acteur de son parcours professionnel et de pouvoir anticiper un risque par rapport à son poste et de sécuriser cette transition sans, du point de vue financier, tout est couvert, hein, son salaire, sa formation, et il a un accompagnement pour sécuriser sa reconversion. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un dispositif qui est très gagnant-gagnant, quoi. Alors, on a une question de Caroline, justement sur les plateformes. Est-ce qu'un employeur qui a justement des besoins de recrutement peut prendre contact avec les plateformes pour se faire connaître? Tout à fait. Hein, sur les bassins d'emploi, donc, alors, dans certaines régions, il y a des plateformes qui sont régionales et d'autres où c'est plus des plateformes sur bassin d'emploi. Donc, il faut vraiment regarder ce qui est mis en œuvre, et c'est Transition Pro qui généralement est vraiment l'acteur qui va pouvoir vous renseigner, ou la DRETS sur les plateformes mises en place au niveau régional. Oui, effectivement, on a la liste des plateformes, on est en lien avec elles, donc vous pouvez contacter le Transition Pro de votre région et ils pourront vous renseigner là-dessus. Et voilà, parce qu'effectivement, c'est vraiment le rôle des plateformes, hein, d'identifier ces 2 types d'entreprises et d'essayer de les mettre en lien dans l'idéal. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître. Il y en a forcément une sur votre région. Alors, on a une nouvelle question. La reconversion au sein même de l'entreprise est-elle possible? Alors, pas dans le cadre du Transco, hein. L'objectif, c'est vraiment donc, effectivement, la reconversion au sein même de l'entreprise, il y a d'autres dispositifs qui le permettent, comme la PROA, par exemple, qui est vraiment le dispositif qui va permettre de la reconversion au sein de l'entreprise. Transco est pensé plutôt de transfert de compétences et de reconversion d'une entreprise à une autre.
Après, Alors, on avait prévu. on peut avoir quelques petites exceptions, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va se reconvertir sur un métier, mais un métier que vraiment, c'est un parcours individualisé. C'est le salarié qui choisit son parcours de formation. Si, admettons, demain, je dis n'importe quoi, il devient comptable, qu'à l'issue de sa formation, il cherche un emploi et finalement son entreprise a besoin de ce type de compétences, il peut, pourquoi pas, postuler en interne dans son entreprise. Mais voilà, c'est des cas qui restent quand même assez exceptionnels parce qu'on a eu des demandes, par exemple, sur des entreprises qui vont robotiser une ligne de production, qui ont besoin de reconvertir 10 salariés en même temps sur un même métier pour revenir dans l'entreprise, enfin pour rester dans l'entreprise. Là, on est vraiment sur de la reconversion interne classique, j'ai envie de dire. Et là, on les réoriente en lien avec l'OPCO sur effectivement Proa ou d'autres dispositifs. Mais voilà, parce que c'est pas à l'esprit du dispositif transition collective. C'est assez clair oui, ça peut se la faire réglementation. a posteriori, mais c'est pas pensé comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis vraiment sur des cas individuels et parce que faut vraiment que la personne choisisse son parcours de formation. C'est ça qui est un peu différent aussi d'autres dispositifs. Alors, on avait prévu une vidéo, mais au vu du temps qui passe, ça va être un peu court, je pense. Voilà, je vous invite à aller sur YouTube. Hein, vous aurez des vidéos sur transition collective qui pourront vous être utiles. Ok. On va passer, parce qu'on voulait aussi pouvoir faire un petit focus sur le conseil en évolution professionnelle. Et au-delà de Transco, c'est important que vous puissiez aussi avoir une vision un peu plus globale du dispositif, qui a vraiment pour objectif de pouvoir accompagner des salariés et travailleurs indépendants pour toutes sortes de questions et pas forcément uniquement sur la reconversion. Donc, on voulait faire un petit focus sur, on peut être, je dirais, alors, voilà, on peut être interrogé sur des questions qui vont être résolues en un entretien, comme accompagner quelqu'un pendant 18 mois. Donc, voilà, il y a vraiment tout un spectre de questionnement qui est très large. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle, avoir un regard extérieur et neutre par rapport à une situation professionnelle, impartiale. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne vend pas de la formation, hein, on ne va pas, je dirais, orienter ou prescrire telle ou telle formation. C'est vraiment dans une démarche de co-construction avec la personne en fonction de ses besoins. Et c'est un service qui est gratuit, qui est financé par l'État et qui est activable autant de fois qu'on le souhaite dans sa vie professionnelle. Et les questions peuvent aussi bien porter sur mon évolution professionnelle au sein de mon entreprise, par exemple, ou des difficultés, des questionnements que les personnes peuvent avoir sur leur poste de travail ou des situations de mal-être au travail, que des projets de création d'entreprise, que des projets de formation courte, comment bien cibler une formation ou comment financer ma formation, comment ouvrir mon compte CPF, comment je peux trouver différents types de mixer des financements par rapport à une formation que j'ai pu identifier. Et donc, on est vraiment au service du salarié et du travailleur indépendant, mais qui peut être tout à fait en lien avec son RH dans le cadre d'un projet de mobilité interne, par exemple, ou d'évolution interne. Et donc, le CEP, c'est vraiment un service extérieur, mais qui ne concerne pas que la reconversion. Et j'insiste un peu parce qu'on est beaucoup vu autour de je dirais ce type de demande, alors qu'on peut avoir des demandes assez différentes. Le CEP, donc, il est activable, je disais, tout au long de la vie professionnelle. Dès lors qu'on est apprenti, qu'on signe ses premiers contrats de travail, on peut bénéficier du CEP. Et donc là, plutôt aller voir les missions locales qui assurent le service pour les moins de 26 ans. En tant que salarié des secteurs privés et puis de travailleurs indépendants, c'est plutôt les opérateurs qui sont pilotés par France Compétences, donc le groupement Évolution, le réseau EVA, Axis, la BGE, selon les régions, et qui interviennent pour ces publics. Pour les cadres, c'est plutôt l'APEC
qui peut accompagner les cadres dans ces démarches, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés d'ailleurs. Et puis, lorsque une personne est effectivement en situation devient demandeur d'emploi, c'est plutôt Pôle emploi qui accompagne les personnes. Et Cap emploi, qui, je dirais, accompagne à la fois les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés ou qui je dirais, engagerait une démarche de reconnaissance. On oriente en fait les personnes qui nous contactent, par exemple, qui sont salariés et travailleurs indépendants, lorsque effectivement la question de santé doit être prise en compte dans le projet. Dès lors que la santé est le principal frein à la mise en œuvre du projet, c'est plutôt Cap emploi. Voilà. Et puis, vous voyez ici, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, la variété des questionnements ou des situations où les personnes font appel au CEP, évolution professionnelle interne, reconversion, mobilité interne, mobilité externe, certification, des projets de création ou de développement de compétences. Alors, on a juste peut-être une question d'une personne, c'est je comprends mal, pardon. Le salarié qui a bénéficié de la reconversion conserve sa place au retour de sa formation dans son entreprise, est toujours salarié, mais l'esprit du dispositif Transco tend vers un métier porteur dans une autre entreprise. C'est un droit, c'est-à-dire qu'il peut revenir dans l'entreprise, mais on peut imaginer qu'une personne suive une formation, qu'au cours de la formation, il est accompagné pour cibler un poste dans une autre entreprise et que de fait, il transfère tout de suite, il négocie, je dirais, une rupture de contrat avec son entreprise pour partir vers son nouveau poste de travail, son nouveau métier, directement après la fin de la formation. Mais on a aussi des cas où les personnes reviennent en entreprise et travaillent à la recherche d'emploi à ce moment-là. Il y a une autre question là par rapport à la rupture conventionnelle collective, savoir si Transco est plus sécurisant pour le salarié. Alors en fait, la différence majeure, ça va être que le salarié va rester au statut de salarié pendant toute la formation, contrairement à la rupture conventionnelle collective, où il aura un statut de demandeur d'emploi. Donc voilà, c'est quand même plus sécurisant de rester salarié. On conserve tous ses droits à chômage, etc. Et on a un panel de formation aussi parfois plus large selon les régions qu'en ayant le statut de demandeur d'emploi. Donc il y a quand même, c'est quand même peut-être plus intéressant quand même pour le salarié. Et après, ce sera étudié au cas par cas, puisque sur tout ce qui est rupture conventionnelle collective, peut-être qu'on va pouvoir adosser bientôt un dossier Transco. Pour l'instant, ce n'était pas possible, c'était l'un ou l'autre, mais c'est en train d'évoluer. Donc, il y aura peut-être aussi des montages à trouver, mais ça, on n'a pas encore le détail. C'est ça. Alors comment, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, on a vraiment 2 temps, c'est-à-dire le conseil individualisé qui permet à la personne d'exprimer sa demande, son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information en fonction de là où elle en est dans son questionnement, et puis d'identifier les démarches possibles et comment le CEP va pouvoir l'aider à l'accompagner dans son projet. Mais il y a certaines personnes qui ont toutes les réponses par rapport à leurs questions et donc le service s'arrête là. Et puis d'autres qui, effectivement, ont besoin d'être davantage accompagnés dans leur démarche. Donc, on enclenche, je dirais, un accompagnement qui va leur permettre de travailler sur leur projet, la formalisation de leur projet, l'étude de faisabilité du projet, et puis à obtenir un certain nombre d'informations, et puis construire le plan d'action à mettre en place le plus pertinent en fonction de son besoin. Voilà. Donc, en dehors de Transco, effectivement, les personnes peuvent prendre rendez-vous directement avec leur opérateur CEP via un site national qui est mis en place par l'État, qui s'appelle mon-cep.org, sur lequel vous trouverez en fait tous les coordonnées selon la région où vous habitez et selon le statut également. Si vous êtes demandeur d'emploi, salarié, etc. L'opérateur le plus, qui correspond à votre profil, au profil du salarié. Alors oui, je notifie quand même que le site a fait une mise à jour, la plateforme a un peu changé. C'est juste l'esthétique qui a changé, le principe reste le même. Vous pouvez toujours accéder en fonction de votre statut
Voilà, sur le site internet moncep-org. Si tu peux passer slide suivant. Je pense que c'est les contacts. Voilà, donc dans le cadre du CEP, il y a des contacts, il y a des responsables partenariales qui mettent en place un certain nombre d'actions avec les acteurs en région pour mieux faire connaître le CEP, mais aussi mettre en place des actions avec les acteurs de l'emploi, de la formation, etc. Et donc là, vous trouvez ici les coordonnées en fait des référents CEP qui mettent en place le service en région. Donc vous pouvez faire une petite copie d'écran si vous le souhaitez pour pouvoir prendre contact avec eux en région. Et puis, effectivement, pour Transco, le mieux, c'est de prendre contact avec le Transition Pro de votre région. Alors, on n'a pas mis les contacts là, on aurait peut-être pu le... Mais sur le site national, on les trouve facilement, j'imagine, Nathalie. Ouais, ton micro est coupé. Oui, il y a un site national, transitionpro.fr de mémoire, où là, on retrouve tous les contacts en région. Et puis après, vous pouvez aller dans l'onglet Transition collective et vous allez trouver les coordonnées. Voilà. Vous pouvez appeler le standard sinon. Très bien, merci. Je pense qu'on a terminé la présentation. Oui, la présentation est terminée. Il reste une question de Martin. Une question, oui. Un fonctionnaire peut-il prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle? Alors, ça dépend de son statut. Alors non, s'il est fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il y a dans la fonction publique aujourd'hui, il y a des contractuels de droit privé et des contractuels de droit public. Donc les et puis les fonctionnaires, je dirais, de droit public. Donc seules les personnes qui ont un contrat de droit privé dans la fonction publique peuvent appeler un conseiller en évolution professionnelle tel qu'on vous l'a présenté ici. Par contre, je dirais l'opérateur CEP des fonctionnaires, c'est l'employeur généralement. Et puis, il y a des plateformes également interministérielles qui permettent d'accompagner les mobilités et qui peuvent être des ressources pour accompagner ces publics. Et puis, dans la fonction publique territoriale, les CDG peuvent être aussi des centres de gestion, peuvent être aussi des interlocuteurs pour accompagner l'évolution professionnelle des territoriaux. Et l'hospitalière, c'est la NFH qui assure ce service. Voilà. On n'a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, il nous reste quelques petites minutes. Si vous avez encore des petites questions sur Transco ou le CEP. Si on n'a pas de questions, ça veut dire qu'on a rempli notre rôle et que le PowerPoint était suffisamment clair. Tout à fait. Pas de nouvelles questions. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vois que ça écrit encore. Merci Cécile, c'était clair et intéressant. Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Nathalie et Emmanuel. J'espère qu'on aura pu répondre à vos questions en tout cas. Je vous souhaite une belle fin de journée pour ce... Bon, belle fin de journée peut-être pas encore, mais en tout cas une bonne journée. Merci. Merci Nathalie. Merci beaucoup et puis à une prochaine. Voilà, à bientôt. Très bonne journée, au revoir. À bientôt. Au revoir.